Ici, équipe 2, équipe 2. Michael Crichton est un touche-à-tout. Il est écrivain américain de science-fiction, scénariste et producteur de films, auteur de nombreux romans et nouvelles à succès comme Jurassic Park, Le Monde Perdu, Sphère ou encore C'est le 13e guerrier. Il est souvent considéré comme l'un des pionniers du techno-thriller. L'homme est fasciné par tout ce qui est avancé technologique. On imagine ce qu'il penserait des téléphones portables d'aujourd'hui et du tout numérisé, et réussit toujours à écrire des histoires, des polars, des aventures ou des films politiques, mais où des technologies de pointe sont utilisées. Il est diplômé de la Harvard Medical School et va utiliser ses études médicales pour financer ses écrits et les mettre dedans. Il va exploser à travers le monde avec ses romans adaptés au cinéma comme Jurassic Park donc et sa suite Le Monde Perdu où grâce au clonage des scientifiques redonne vie à des dinosaures. Sphère et son vaisseau spatial immergé dans le Pacifique depuis 300 ans, Congo et ses gorilles puissants, son roman Les Mangeurs de Morts qui deviendra le 13e guerrier de John McTiernan, prisonnier du temps sur le voyage temporel. C'est quoi 709? Ça veut dire il y a des morts. Oh mon Dieu. Il va aussi réaliser de grands films au cinéma, souvent très bien réalisés et efficaces, au suspense indéniable, comme Monde Ouest, où il y a le premier Terminator, si l'on peut dire, Mort suspecte et ses expériences sur des gens en état comateux, la grande attaque du train d'or avec un Sean Connery et un Donald Sutherland absolument grandiose en voleur, Looker et ses mannequins en images de synthèse et ses images télévisées trafiquées, le Runaway dont nous allons parler aujourd'hui est un preuve à l'appui oubliable qui clôt sa carrière de la mauvaise manière. Que donne l'audiogramme? C'est sûr, ces 300 correspondent à 3 déflagrations de Magnum Il 350. s'est trouvé une arme. Crichton sera aussi responsable de scénars comme le Jurassic Park de Spielberg, aidé ici par David Koepp, Twister de Yann Debon, et verra d'autres de ses œuvres adaptées comme Le Mystère Andromède de Robert Wise, Soleil levant de Philip Kaufman, Harcèlement de Barry Levinson, et pour la télévision va créer la série Urgence. Monde Ouest sera aussi adapté chez HBO sous le titre Westworld. L'homme est souvent considéré comme perfectionniste et n'aime pas voir ses romans raccourcis lors d'adaptations cinématographiques plus ou moins réussies. Il n'est pas très heureux du traitement sur Jurassic Park par exemple, parce que le livre est très long, mais se fait à l'idée et gère sa frustration. C'est sur le 13e guerrier que Crichton et le réalisateur McTiernan vont rentrer en conflit, ce qui amènera à débarquer le réalisateur et refaire le montage. Crichton changera la musique originale de Graham Revell par la formidable partition de Jerry Goldsmith, avec qui l'homme collabore depuis Mort suspecte. Michael Crichton va décéder le 4 novembre 2008 d'un cancer à l'âge de 66 ans. Cinquième film de l'écrivain, star et film prenant comme point de départ un univers futuriste, en tout cas pour 1984, donc sans imagination de téléphone portable tel qu'on les connaît ou d'écran plat, Runaway change la vision que l'on a des autres films du bonhomme. Eh bien, il a pu être trafiqué par un autre et il ne le savait pas. Et attention, il y a un compact au sol! Ici, c'est une alerte sur le remplacement de l'homme par les machines, mais dont le concept des robots a mal vieilli, sauf si le design des Daleks de Doctor Who vous fout le bâton. Proche avenir donc, où l'homme se voit remplacé par de petits robots, que ce soit pour récolter des vers sur les cultures ou s'occuper de tâches ménagères simples dans une maison. Pas de grande intelligence chez ces machines, nous ne sommes pas chez Skynet et ses Terminators, ils n'obéissent qu'à des programmes jusqu'à ce que ceux-ci déconnent et commencent à buter de l'humain ou devenir très dangereux sur leur lieu de travail. On les appelle les Runaways, comprenez déserteurs ou fuites ou déviants dans le film. Hier matin, vous nous avez demandé de réparer votre 912 qui, paraît-il, ne fonctionne pas bien. On a effacé le reste? Oui, mais pas complètement. C'est un méchant mégalomane qui veut dominer le monde qui contrôle ses machines et notre héros, Ramsey, un flic intègre spécialisé dans les affaires robotiques qui va donc se retrouver confronté au bonhomme.
Nous sommes donc bien ici sur un thriller futuriste rythmé et carrément efficace sous la houlette musicale d'un Jerry Goldsmith électronique du meilleur effet. Des courses-poursuites auxquelles nous sommes accrochés avec ces lock-ons très rapides, des mines sur roues qui poursuivent nos héros sur l'autoroute, ou la poursuite des balles missiles à tête chercheuse sont de grands morceaux de bravoure cinématographique à l'époque et fonctionnent encore très bien aujourd'hui. Le final en hauteur où le héros se retrouve accroché dans le vide et assiégé par une horde d'araignées tueuses reste un grand moment, et bien sûr l'affrontement final des deux antagonistes aussi. Michael Crichton, lui, joue beaucoup sur ce film puisque son précédent métrage, Looker, s'était ramassé au box-office. Il est qualifié de film entre Blade Runner et 48 heures, ce qui fait un gouffre cinématographique qui ne correspond absolument à rien au film. T'avais pas dit qu'il y aurait pas de problème. Personne ne bouge! Jack! Ici. Et c'est effectivement par contre un vrai polar, un gentil qui chasse un méchant et qui tue les gens de façon plutôt sophistiquée, un film d'aventure mouvementé et encore spectaculaire. Tous les proches de Crichton lui conseillent de ne pas se lancer dans ce film, Runaway, estimant que l'histoire était très mauvaise. Si l'on ne fait que lire le synopsis, c'est effectivement le cas, mais seul un bon réalisateur peut parfois transcender, comme on l'a souvent vu, une histoire simple en film majeur. Crichton engage donc John Alonzo, grand directeur de la photographie, sur des films urbains déjà comme le Chinatown de Roman Polanski, le Tonnerre de feu de John Badham ou le Scarface de Brian De Palma. Laissez-moi lui parler, Ramsey. Où êtes-vous? Ne soyez pas stupide, je fais comme vous, je dîne. Ici, le directeur de la photographie correspond exactement à ce que veut faire le réalisateur, un film d'action rapide, actif et coloré. Il va vendre son histoire en 4 jours à la TriStar. Maintenant, le plus compliqué reste à faire, trouver les stars justement. Contrôle directionnel par valve. Le nez est entièrement électronique. C'est vraiment une balle qui peut tuer sur mesure. Voulant absolument Tom Selleck, ils vont commencer à travailler sur le film, histoire d'attendre qu'il ait fini le film sur lequel il est engagé. Construction des décors et design des robots, tout est bon pour faire passer le temps, et aucun autre acteur n'est engagé tant que Tom Selleck n'est pas libre. Qu'est-ce que vous avez fait de mon fils? Tu m'écoutes, connard. Si tu veux revoir ton gosse vivant, apporte-moi le reste des matrices. Fort heureusement, le film sur lequel le Tom est engagé ne se fait pas, et tout va s'envoler très vite. Mais qui dit héros au charisme évident, dit aussi de trouver un antagoniste haut niveau. Bel effort, Ramsey. Mais ça reste insuffisant. Michael Crichton va donc aller voir Gene Simmons, un chanteur vedette du groupe Kiss, qui est très intéressé par le personnage et qui veut faire du cinéma depuis un moment. Bref, Crichton se bagarre plus pour faire accepter ses choix d'acteurs que pour faire le film. L'absurdité des studios toujours. Crichton dira lors d'une interview que la profession est si lucrative qu'elle permet à des imbéciles de prospérer et qu'il y a peu de milieux où l'on a autant de chances de trouver des gens profondément débiles comme ici. Je vois que rien n'a changé aujourd'hui. Le film sera tourné pour 8 millions de dollars, c'est finalement peu, et n'en rapportera malheureusement que 6,7 millions à travers le monde, effacé derrière Terminator, Star Trek 3, Dune, le flic de Beverly Hills ou 2010. Et ton épouse? Elle est morte. Oh, pardon, je ne savais pas. Il y a 3 ans, elle s'est tuée sur la route en accident. Tom Selleck, la star de la superbe série Magnum, tente l'impossible dès le départ de sa célébrité, connaître la gloire au cinéma et à la télévision, ce qui à l'époque est plus que rare, voire même impossible. Il est pourtant toujours parfait ici en inspecteur Ramsey et en même temps continue sa série phare Magnum. Je crois savoir ce que je fais. L'année 1980 marque un tournant dans sa carrière puisqu'il se voit proposer le rôle principal dans la série Magnum, mais dans un même temps, Steven Spielberg et George Lucas le repèrent et veulent l'engager dans le rôle d'Indiana Jones dans le film Les Aventuriers de l'Arche perdue. Malheureusement pour Selleck, le tournage de la série ne peut pas être retardé et le rôle va revenir finalement à Harrison Ford. Toutefois, la série Magnum est un succès planétaire. 8 saisons sont tournées de 1980 à 1988 et l'acteur va alterner les tournages avec le cinéma, parfois avec succès
mais parfois moins. Mais qu'est-ce que vous faites? Il a déjà tourné avec Michael Crichton sur Mort suspecte et revient ici en premier rôle. Il va cartonner aux États-Unis en 1987 avec le remake américain de 3 hommes et un couffin, 3 hommes et un bébé de Leonard Nimoy. Malheureusement, la frustration Indiana Jones restera quand même en lui, même si le monde entier le connaît aujourd'hui, grâce à Magnum qui fait de lui une star planétaire, la grande vedette masculine de la télévision, en tout cas de l'époque, un sex symbole absolu pour beaucoup de femmes, et disons-le, certains hommes. Crédible donc en flic du futur, sujet au vertige, ce qui ne va pas l'arranger pour la baston finale, son job est donc d'arrêter des robots défectueux. Une très bonne scène d'ailleurs, où un robot dézingue des humains à l'intérieur d'une maison, première grande scène de suspense, avec un bébé qui hurle, et un Ramsey qui doit se faire ninja pour ne pas prendre une balle, le robot d'ailleurs en tire 7 sur un barillet de 6. Demain, il y a classe. Je le sais, Et Loïs, mais... Bobby, Loïs ne dit pas que des bêtises. D'accord. Ramsey est aussi père de famille et va éteindre la mini-télé que son fils est en train de regarder sous son lit. On voit clairement qu'il se saisit d'une mini-télé. Si on regarde l'image affichée, on voit même qu'elle est fixe, puisque ça n'existait pas à l'époque. Il pesait tout de même sa bonne Hey. trentaine de tonnes. À l'âge Allez, adulte, petit tigre. il pouvait atteindre 25 Extinction mètres de des feux. Cette erreur montre que la conception d'appareils portables relevait à l'époque de l'anticipation. Comme le dit Tom Selleck, son film est comme Blade Runner, mais à effet ordinaire, et pas loin d'être crédible et très contemporain. Il tourne au cinéma pendant les 3 mois qu'il a de libre sur le tournage de Magnum. Il choisit même les films en fonction de leur agenda et pas aussi souvent qu'il voudrait sur l'histoire. C'est comme cela qu'il ratera aussi la possibilité de jouer dans le Silverado de Laurence Kasdan. Trop long à faire et il pourra se retrouver sur un très bon western plus tard, Monsieur Quigley. Le tournage de Runaway va l'épuiser puisqu'il sort de Magnum et il a failli craquer. Mais Michael Crichton va faire en sorte que son emploi du temps puisse le laisser se reposer. Selleck tournera dans de nombreux films et de séries comme Friends, Las Vegas, Blue Bloods ou les Jesse Stone. Je veux le gosse. C'est l'immense comédien ici Pierre Athé qui le double, la voix inoubliable de Doc Brown dans Les Retours vers le futur ou du Joker dans la série animée des années 90 Batman et qui doublera 4 fois l'acteur au cinéma. Les araignées ont été programmées pour tuer la première personne qui arrivera avec le monte-charge. Elles laissent monter et pas redescendre. Jane Simmons est donc Luther, un grand méchant mégalo digne d'un film de James Bond. L'actrice star n'est pas du tout convaincue du choix de Crichton pour ce rôle puisqu'il n'avait jamais joué au cinéma et de plus, Michael Crichton ne lui fera même pas un bout d'essai tellement persuadé qu'il est d'avoir fait le bon choix. Il va envoyer Jean chez les gros pontes et sortir du bureau, tout le monde était convaincu. Il n'y a pas toutes les puces. Où sont les matrices de fabrication? Il est donc la némésis de Ramsey, un combat personnel pour l'un comme pour l'autre. Luther est un informaticien de génie sadique et fou et qui possède des gadgets tueurs dont il sait très bien se servir. Balles explosives à tête chercheuse par chaleur humaine. Des Locons, des mines sur roues à grande vitesse et des araignées dotées d'aiguilles au vitriol. Il n'hésite pas à s'en servir pour tuer tous ceux qui se trouvent en travers de son chemin, quitte à reprogrammer certains robots domestiques pour qu'ils s'en chargent à sa place. L'acteur-chanteur ricane et cabotine en fait des tonnes, mais c'est justement ce qui fait le charme du personnage. Il est doublé ici par Hervé Bellon. Tu l'as extraite? Pas encore. Oh, Jack, on dirait que tu fais exprès de rater. Comme Gene Simmons, Crichton a très vive idée des acteurs et actrices qu'il veut dans le film et Cynthia Rhodes est clairement son choix. Elle est connue pour son rôle dans le Flashdance d'Adrian Lyne et celui du Staying Alive de Sylvester Stallone. Les producteurs se demandent pourquoi ce choix puisqu'elle ne va pas danser sur le film, ce qui est quand même assez réducteur pour l'actrice qu'elle est. Mais le casting passe crème et le rôle est pour elle. Elle est ici donc l'officier Karen Thompson, stagiaire inexpérimentée dans la robotique en tout cas, mais flic réussi. Dès son arrivée dans le film, Ramsey passe les 2 premières minutes à lui mater le cul. En même temps, je ne lui donne pas tort. Bien. T'as étudié un peu la robotique et les computers? Un petit peu. Merci.
On reverra l'actrice dans Dirty Dancing d'Emile Ardolino et après son mariage en 1989 va carrément abandonner le cinéma pour se consacrer à ses 3 enfants. C'est Frédéric Tirmont au doublage, la voix d'Emma Thompson, de Meryl Streep ou de Sigourney Weaver sur les SOS Fantômes. Transmetteur détecté. Retirez votre chemisier, Jackie. La petite amie de Luther est Jackie Rogers, interprétée ici par la grande Kirstie Alley. Elle va se retrouver dans les filets de Ramsey et porte en elle les fameuses matrices que Luther veut absolument. Ce dernier n'aimera pas ça et va essayer de la tuer plusieurs fois. L'actrice est appréciée par sa beauté et son jeu impeccable et on la verra dans le Star Trek 2 La colère de Khan de Nicolas Meyer dont j'ai parlé, Randonnée pour un tueur de Roger Spottiswoode, Les Allô Maman Ici Bébé dont les 2 premiers étaient réalisés par Amy Heckerling et des séries télévisées. Elisabeth Margoni est ici sa voix française. Pas besoin de foutu la merde, Ramsey. Nous avons perdu 2 hommes, vous avez bien compris, monsieur. 2 agents clamsés. Le chef de la police est habitué de ce genre de poste puisque c'est J.W. Bailey, connu pour être le lieutenant Thaddeus Harris dans les Police Academy. Sans parler des 2 cadavres mafiosi. Et personne ne sait pourquoi, ni même à quoi diable ça se rapporte. Il suffit de me demander. Il voulait ça. Oui. Short-circuit de John Badham, Contact mortel de Hal Barwood et Matthew Robbins, c'est Marc de Géorgie, voix de Brandy qui le double ici, et il ne fait que gueuler comme tout bon capitaine de police. Je n'ai apporté aucune modification. Je n'ai pas touché à cet engin. Alors qu'est-ce qui a causé cette déviance? Et comment je le saurais? Une des victimes, poursuivie par Luther, David Johnson, est jouée par Chris Mulkey, vu dans le Rambo de Ted Kotcheff, Dreamscape de Joseph Ruben, Eden de Jack Shoulder, 3 films dont j'avais parlé, Le Broken Arrow de John Woo, et va jouer le salopard Hank Jennings sur la série Twin Peaks de David Lynch et Mark Frost. Mon Dieu, rien ne l'arrête. Vous parlez de qui? Mon Dieu, rien ne l'arrête. Qui ça? Pas de télévision. Il est le père du bébé abandonné dans la maison du début et clairement de mèche avec Luther dont il paiera le prix fort. C'est l'immense comédien Richard Darbois qui officie sur sa voix. Fine coureuse en chat. Saleté! Elle progresse. Préparation du tir. Jerry Goldsmith est un fidèle chez Michael Crichton, de son superbe Mort Suspect ou Coma en VO à la grande attaque du train d'or, The Great Train Robbery. Il sera même imposé sur Congo et le 13e guerrier par l'auteur-producteur. C'est un de mes premiers Varese Sarabande en vinyle dont je me rappelle l'achat, avec un son électronique d'une pureté absolue, inventif à un tel point que l'on en oublie les synthés, pensant écouter une œuvre symphonique tant le score est travaillé. La musique ressortira en Varese Sarabande Deluxe Edition en 2014 avec la musique complète. Goldschmidt concevait le score électronique exactement comme il le faisait pour un orchestre. Cette musique nerveuse en est la preuve, plus inventive, fun et décomplexée que bien des partitions aujourd'hui. C'est une de ces approches les plus convaincantes que le compositeur a créées. Je peux le dire aujourd'hui, malgré mon historique de mélomane avec Jerry Goldsmith, j'ai l'impression que c'est par ce disque que je me suis dit qu'il était le compositeur le plus original et le plus expérimental que j'avais jamais entendu. Si vous n'êtes pas fan de Jerry Goldsmith plus que ça et que les synthés des 80s à outrance vous irritent au plus haut point, je ne peux que vous conseiller la chose suivante, barrez-vous. La musique est jouée par Jerry lui-même sur un clavier Yamaha et une série de samplers et va nous poser une vraie musique de thriller auquel s'ajoute un love theme des plus réjouissants. Le budget étant assez bas, c'est la raison pour laquelle le grand compositeur va opter pour le synthétiseur, mais aussi parce que le thème futuriste du film s'y prête beaucoup. Que tu sois une femme ou pas n'y change rien, n'est-ce pas? Le suspense et l'action donc prennent le pas sur tout le reste du score que j'écoute extrêmement régulièrement avec notamment le morceau où Ramsey va dans une maison pour stopper le fameux robot ménager devenu fou ou le Low Code, c'est le morceau de bravoure du film, la poursuite sur l'autoroute.
Même si la musique sonne effectivement très 80s, mais sur cette chaîne c'est un compliment, vous le savez, Goldschmidt s'arrange même pour que cette composition passe encore bien aujourd'hui, pour justement mettre en parallèle sa technique pour les grandes orchestrations avec un simple synthé. Tous les sons choisis et utilisés le sont bien pour que l'ambiance soit celle de l'histoire. A noter que c'est Joel Goldschmidt, son fils, qui va programmer le synthétiseur. Froid, glacial et métallique, cette œuvre nous rappelle ses meilleures musiques de films comme son Rambo sombre et flippant, mais surtout très excitant. Finalement, la musique touche donc à sa fin avec un final absolument génial, reprenant le thème principal sous une forme romantique, accompagné par un rythme de batterie et des harmonies bien majeures, comme si l'émotion se libérait d'elle-même. A noter que le baiser final sous la musique de Jerry nous montre plus de 3 bonnes minutes de galochage en bonne et due forme. Il y en a qui ont quand même des métiers difficiles. Bien qu'en parfaite adéquation avec le film, le score, je vous l'accorde, est assez difficile d'accès par sa complexité, la création électronique dans sa matière. Un score qui n'est pas fait pour le grand public, mais clairement pour les mélomanes à la recherche d'œuvres excitantes et rares par leur complexité et qui peuvent être considérées comme un exercice de style parfaitement réussi. Reste que le film n'en est meilleur que grâce à elle. Transmetteur détecté. Votre soutien-gorge. Action, violence, suspense et anticipation se mélangent donc ici de la meilleure des manières pour moi, au point d'en oublier le caractère fantaisiste et peu inspiré du design des robots. Seules les araignées mécaniques vénéneuses à souhait restent impressionnantes. Tout ce monde électronique et donc futuriste ne sont qu'une toile de fond sur un polar classique mais diablement efficace, dont le suspense reste entier, d'autant que les personnages, eux, sont plutôt sacrément bien écrits, assez riches en tout cas pour nous intéresser tout du long et s'éclater à regarder le film. Un climat parfois même malaisant et qui nous plonge parfois dans l'horreur avec ce fameux vitriol des araignées ou un suspense très bien géré comme la scène de la balle explosive logée dans le bras de la pauvre Thompson. C'est bon. Ne bouge pas. C'est bientôt terminé. Un vrai film spectacle que je vis seul à la première séance du mercredi 7 août 1985 dans la grande salle de mon futur UGC. Certains le trouvent raté, d'autres kitsch. Pour moi, c'est un film absolu qui fonctionne parfaitement, toujours efficace sur certaines scènes et largement visible, loin du nanar annoncé par certains, avec des poursuites effrénées et affrontements spectaculaires et un regard non dénué d'humour par moments et de suspense vraiment accrocheur. Jack! Pas vous faire un rapport. Viens vite voir ça! Un film que je garde en moi vu que je l'ai vu seul, du coup il m'appartient et puis merde, oublié par beaucoup et à qui je mets un 6 sur 6 pour un résultat qui était à la hauteur des nombreux visionnages que je lui ai donnés sans jamais me décevoir. Une course contre la mort réussie. Je ne sais absolument pas à quoi je vais m'attendre avec vos commentaires. Ah bah oui, parce que personne n'en parle jamais de ce putain de film, et donc je sais pas où vous en êtes là-dessus. J'espère que ce sera positif, mais si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave. Oui, je sais, 6 sur 6, ça tient au chef-d'œuvre, mais pour moi ça l'est. J'ai dû le voir 10 000 fois, je me suis jamais fait chier, et là encore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On en débat comme d'habitude et je vous réponds. Pensez à bien sûr vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Et on se rejoint bien sûr pour du lourd très bientôt. Bye bye.